Merci à Delphine Bateau d'avoir répondu à vos questions. Delphine Bateau, très sèchement battue ce matin pour la présidence du groupe socialiste. 3 voix seulement contre 28 pour Olivier Faure, qui a donc été élu et renouvelé à la tête du parti du groupe socialiste ici à l'Assemblée nationale ce matin. Un groupe qui comprendra au moins, on l'a dit, 31 députés. C'est le nombre de suffrages exprimés ce matin, mais c'est néanmoins beaucoup moins évidemment que sous la législature précédente. Vous êtes bien placé pour le savoir. Luc Carvounas, bonjour. Bonjour. Vous venez d'être, élu député dans la 9e circonscription du Val-de-Marne. Vous êtes anciennement sénateur, socialiste. Vous êtes le seul rescapé, c'est simple, socialiste, de ce département du Val-de-Marne. Et puis avec nous également Yves Gégaud. Bonjour. Bonjour. 4e mandat, Yves Gégaud, réélu dans la 3e circonscription de Seine-et-Marne. C'est donc le dernier. Si la loi de moralisation politique prévoit 3 mandats maximum pour un parlementaire, ça risque d'être le dernier. Et si elle est rétroactive, oui. Oui. On verra. En tout cas, vous n'aviez pas, Yves Gégaud, de candidat à vous, La République En Marche, face à vous dans cette 3e circonscription de Seine-et-Marne. Pour qu'on comprenne bien, ça veut dire que avant l'élection, vous aviez passé un contrat en quelque sorte avec En Marche. Je vais vous décevoir, mais rien du tout. Ni contrat, ni quoi que ce soit, ni même discussion avec En Marche. Je n'ai jamais rencontré personne d'En Marche. Il s'avère que je suis proche de Bruno Le Maire, je l'ai soutenu aux primaires de la droite et du centre. Il s'avère que je suis un ami d'Édouard Philippe, c'est pas un secret, je n'ai pas changé d'amitié en fonction de son évolution de carrière. Pas eu de candidat en marche en face de moi. On a dit que j'étais compatible. Alors je ne sais pas ce que ça veut dire. Compatible avec toi, sans doute j'étais un homme ouvert, capable de rassembler autour de moi. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait dans cette circonscription. Mais il n'y a pas d'accord, il n'y a pas de contrat d'aucune forme et d'aucune sorte. Il y a pour moi l'idée de m'inscrire dans une opposition raisonnable, dans une opposition constructive. Alors la preuve, la preuve, vous mon soutien à ce qui me semblera de l'intérêt général, de sortir de la posture de l'opposition systématique. Voilà, ça c'est mon fonds de commerce. La preuve d'ailleurs, puisque on le sait, vous allez adhérer à ce groupe qui va se constituer, qui va s'appeler les Républicains Constructifs, UDI et indépendants. Qui est en train de Vous êtes d'ailleurs sur la photo de famille. Il y a quelques élus un peu emblématiques comme ça qui ont présenté ce groupe-là. Qui est en train de se constituer. C'était mercredi à l'Assemblée. On jette les bases de cette construction. C'est en cours là. Elle n'est pas faite sur ce sujet. L'idée c'est quoi? C'est de dire que on peut pas rester figé dans les mêmes modèles, alors que les Français vont exprimer des choses très claires, qui veulent que ça change, qui veulent qu'on pratique autrement, et qui veulent qu'on ait une autre façon d'agir. Il y a ceux qui restent dans le modèle classique et au fond des groupes d'opposition classique, plutôt systématique sur ce sujet. Et puis, nous voulons, mais c'est ce que nous voulions déjà faire avec l'UDI de Jean-Louis Borloo il y a 5 ans. C'était déjà la même idée. L'idée de dire, nous sommes une opposition constructive, on veut garder cette idée-là. Parce qu'il y avait 2 lignes aussi à l'UDI, et c'est Philippe Vigier, finalement, qui incarnait cette ligne, qui était votre ancien président de groupe ici à l'UDI, et qui a été mis en quelque sorte en minorité cette semaine. Non, il n'y avait pas de ligne à l'UDI, tout le monde a dit la même chose. On veut un socle pour que l'UDI prospère et trouve son moyen de se refonder. Il faudra qu'on passe par notre fondation comme les autres. Et puis, on est très ouvert. Il s'avère que ce groupe venu des Républicains a fait le même chemin que nous il y a 5 ans aujourd'hui. Et que tout ça peut se construire ensemble. Mais peut-être il y aura d'autres surprises. Des gens venus d'ailleurs aussi dans un groupe qui sera au fond très central dans l'hémicycle, qui sera clairement dans l'opposition. Vous savez, les groupes, ils s'inscrivent, ils disent ici, ils sont dans la majorité ou pas. Donc nous, on est clairement dans l'opposition. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. On sera clairement dans l'opposition, mais on sera très constructif et on reste avec notre proximité avec le Premier ministre. On y voit plus clair, en tout cas, sur votre trajectoire et votre adhésion à ce groupe, les Républicains Constructifs, UDI et Indépendants, en cours de formation, mais ça va se faire, ça devrait comprendre une quarantaine de députés. Alors, on verra, Luc Carvounas, face à Yves Gégaud, vous êtes clairement un opposant. Comment on vous classifie? Yves Gégaud est de centre-droit, je suis de gauche, nous ne sommes pas sur les mêmes conception de la société. Il a été élu, d'ailleurs je le félicite. C'est une candidate socialiste. Puis vous voyez, moi je trouve qu'il n'y a pas de sous-élection, quelle qu'elle soit, parce qu'on n'aurait pas eu de candidat En Marche ou pas. Tant mieux, force est quand même de constater honnêtement que c'est plus simple quand on n'en avait pas que quand on en avait, mais c'est une élection, point barre. Et si je le dis y compris pour les collègues de mon groupe qui ont été élus sans candidat En Marche. Alors vous, il n'y avait pas d'ambiguïté, vous avez bel et bien eu affaire à une candidate En Marche au second tour de cette élection législative. Il n'y a eu aucune ambiguïté, d'ailleurs au premier tour elle avait 9 points d'avance sur moi, et au second tour... Vous avez fini par l'emporter. J'ai fait 39 points de plus que le premier tour. Donc aujourd'hui, Luc Carvounas... moi je suis très clair. Vous êtes dans l'opposition? Bien sûr, je suis un député d'opposition. Parce que moi, ce que j'attends aujourd'hui, c'est de pouvoir...
moi je veux la réussite du pays. J'entends certains qui disent je veux la réussite du quinquennat. Petite différence, moi je veux la réussite du pays. Pour que le pays réussisse par rapport à ce que j'ai entendu dans la campagne présidentielle et ce qui va être mis en place dorénavant, il faut des voix fortes de gauche au Sénat et à l'Assemblée nationale pour amender, proposer, discuter la loi sur la moralisation de la vie politique et publique. Nous allons, le groupe socialiste, proposer un contre-texte parce que nous avons travaillé il y a 5 ans déjà dans la commission Vinocq-Barthelone où j'ai assisté et j'ai proposé des choses pendant 12 mois. Michel Vinocq, historien bien connu. On part pas de rien. Mais en ce moment, j'arrête pas d'entendre dire, y compris chez les observateurs politiques, il y a l'ancien monde et le nouveau monde. Moi, je ne sais pas ce que ça veut dire, l'ancien monde et le nouveau monde. Alors, j'ai bien compris qu'on est aujourd'hui devant une forme de béatitude, d'état de grâce par rapport à tout ce qui est en train d'être mis en place. Vous avez bien vu qu'une grande partie de vos collègues socialistes sont passés entre-temps dans La République En Marche. Oui, d'ailleurs, ceux-là, il faudra qu'ils m'expliquent comment ils ont pu avoir un discours pendant la campagne présidentielle où ils pointaient du doigt le candidat à l'élection présidentielle, Benoît Hamon, et son équipe, dont je faisais partie, en disant « Oh là 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 là, vous soutenez en rien le bilan de François Hollande ». Comme si moi, je n'avais jamais soutenu le bilan de François Hollande et des différents gouvernements du dernier quinquennat. Et aujourd'hui, ces mêmes socialistes, qui sont extrêmement cohérents, soutiennent la majorité d'Édouard Philippe, qui, lui, dans le dernier quinquennat, a voté contre aucune des lois proposées par François Hollande. Et maintenant, nous invite à être constructif. Oui, vous disiez, qu'est-ce que l'ancien monde et le nouveau monde? Je pense que vous venez de décrire en 2 minutes 30 ce qu'est l'ancien monde. Non, c'est-à-dire des références à la gauche, à la droite, à ce qu'on a fait avant, aux anciens présidents de la République. Moi, je vais vous dire, il faut écouter ce que disent les Français. Ah oui, avec le taux de participation, ils ont bien écouté. Oui, mais il faut relativiser et être modeste. Oui, mais je suis très modeste et j'écoute aussi ceux qui n'ont pas été votés, de savoir pourquoi ils n'ont pas été votés. Et croyez-moi, ceux qui n'ont pas été votés, c'est pas pour approuver ce que faisait le quinquennat socialiste, ni le quinquennat que nous avons pu porter, nous. Ceux qui n'ont pas été votés, ils sont encore plus en colère que ceux qui ont été votés pour En Marche. Si on continue sur les mêmes schémas pour essayer d'expliquer qu'avant c'était ceci, avant c'était cela, moi je vous dis, ça n'ira pas plus loin. Donc soit on est capable, à travers une organisation politique qui doit se mettre en place, d'avoir un nouveau discours, d'essayer de... Et ça c'est du baratin, Yves Gégaud. Ça c'est du baratin pour justifier des rapprochements. Et bien, ce baratin, il fait que le groupe socialiste, on est plus de 30. Oui, c'est ça. Mais vous savez... Si le nouveau monde, c'est d'avoir un gouvernement avec des ministres qui ont voté contre le mariage pour tous, si c'est ça la nouvelle société dans laquelle... Oui, mais je suis en train de vous parler du nouveau gouvernement qui est censé illustrer... Pourquoi on ne regarde pas l'avenir? La parole à Luc Carvounas. Si le nouveau monde, c'est de donner à la société civile, qui sont en fait des directeurs de haute administration, tous les pouvoirs à la place du politique, eh ben c'est pas mon monde. Mais pourquoi est-ce qu'un directeur de haute administration, il serait aussi méprisable que ça? Parce que vous savez très bien que vous qui êtes maire, il vaut mieux ne pas forcément mettre un directeur d'école adjoint à l'enseignement et un docteur adjoint à la santé. Vous le savez. Donc, me dites pas qu'il y a un nouveau monde et un ancien monde. C'est pas parce qu'on est un spécialiste d'un secteur qu'on est à même d'être le meilleur ministre du monde. Moi, je trouve que dans la méthodologie très verticale qui est en train d'être mise en œuvre par la présidence Macron, c'est une méthodologie qui, en fait, est en train de donner tous les pouvoirs à la haute administration. Et d'ailleurs, on va le voir par le premier acte politique de cette Assemblée nationale, où Édouard Philippe va se tourner vers vous, qui voulez être constructif, et vous allez peut-être alors voter la loi d'habilitation pour que le Code du travail soit porté par quelques autres. Et dans le Code du travail, vous le savez mieux que quiconque, il n'y a pas seulement, et heureusement, la sécurité de l'emploi, la formation professionnelle, il y a des questions fondamentales qui touchent à la vie quotidienne. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Comme le travail le dimanche, comme les problèmes de laïcité au travail, les questions religieuses au travail, ce sont des questions politiques qui vont être discutées à l'Assemblée nationale et pas par des hautes Carvounas et pas par la haute administration. Je ne vais pas défendre la majorité En Marche dont je ne fais pas partie. Non, mais vous avez voté la loi d'habilitation ou pas? Et vous avez voté le 49.3 ou la loi El Khomri? Il y avait 2 millions de Français qui n'en voulaient pas et vous l'avez imposé sans un débat. Pardon de dire, mais ne donnez pas des leçons de démocratie quand on voit ce que vous avez fait pendant 5 ans. Vous avez mis vos propres amis contre vous. Là, on est dans la caricature. Mais non, mais c'est vrai. Je ne connais pas avec qui il débat. Je suis sénateur, il n'y a pas de 49.3 au Sénat. Et j'ai écrit un ouvrage il y a 3 ans dans lequel j'ai écrit un ouvrage il y a 3 ans, très clairement, dans lequel je souhaite la suppression du 49.3. Donc, je suis très à l'aise avec toutes ces questions-là. Et quant à la loi El Khomri, pour celles et ceux qui nous écoutent, je ne l'ai pas votée. Et en plus, j'ai posé des amendements pour renforcer le point des syndicats. Et oui, désolé, il faut voir qui est dans la caricature. Alors, Luc Carvounas, moi, je suis pas la caricature. Attendez, pardonnez-moi, Yves Gégaud. La reconstruction à gauche, ça va être c'est au sud de la pile. Là, ça va commencer d'ailleurs pour ce qui concerne le Parti socialiste dès samedi, samedi prochain. Il y a un Conseil national. Bien sûr. Vous
la voyez comment, la reconstruction à gauche? Vous la voyez avec la France insoumise, une partie des communistes qui ne s'entendent pas très bien avec la France insoumise? Vous voyez reconstruire la boutique et la formation politique historique et le Parti socialiste seul? Cette reconstruction, maintenant, elle va prendre du temps, au moins 5 ans. D'accord. Ensuite, moi, je regarde notre histoire, l'histoire du socialisme. Quand en 69, il y a eu Gaston Defferre qui a fait 5%, il y a eu un congrès, ça tombe bien, c'est le congrès d'Alfortville, la ville dont je suis le maire. Et 2 ans après, l'année de ma naissance, 71, le nouveau Parti socialiste, et puis 10 ans après, François Mitterrand. Et Pinel, donc, bien sûr. comme le disait Rousseau, l'histoire, elle est cyclique. Il y a aussi donc, le PRG, nous, si vous maintenant, nous ramenez à l'histoire. PRG, parti historique, qui a dominé la 4e République, la 3e, et puis qui existe aujourd'hui, certes, mais qui idéologiquement ne pèse plus la même chose sur la société française. Le job des parlementaires de gauche, je parle de la gauche française, c'est de s'adosser sur les territoires. La gauche française, elle pèse 30% au soir du premier tour. La gauche française, elle existe en Occitanie, à Paris, à Rennes, à Nantes, chez moi à Alfortville ou dans le Val-de-Marne. La gauche française, elle va se reconstruire. La gauche française, il faut qu'elle se remette au travail de telle manière qu'elle doit aller à nouveau convaincre les Françaises et les Français. Ça va être un travail de longue haleine, j'en ai conscience. Il faut le prendre avec beaucoup de modestie, parce qu'on est complètement isolé aujourd'hui. Mais en tous les cas, ma génération, de là où je viens et avec l'expérience que je souhaite apporter, je vais m'y atteler. Et moi, je pense que nous aurons des grands rendez-vous. Voilà, après le nouveau monde, on verra ce que sera le nouveau monde quand le premier acte fiscal de ce nouveau monde sera la suppression de l'ISF et l'augmentation de la CSG pour les retraités. Et j'ai entendu que le président Macron refuse déjà d'encadrer, de plafonner les salaires des grands patrons. Ça commence bien le nouveau monde. Bien. Et Yves Gégaud, la création des Républicains constructifs, UDI et indépendants, c'était donc cette semaine. Et certains m'ont dit, mais c'est l'UDF qui renaît, c'est l'UDF. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de ça? Soit on est toujours dans les références, et le passé est important, j'aime l'histoire, et je pense qu'il faut avoir des racines. Mais au fond, les temps ont changé. Qu'est-ce qu'il me semble qu'attendent les électeurs? Je dis bien il me semble, très modestement, compte tenu du taux de participation, de tout ce que vous dites. Ils attendent de savoir s'il y a des formations politiques qui sont les partis des solutions. Et ils attendent plus de savoir où on se positionne sur l'échiquier, parce que tout ça a quand même largement volé en éclats. Je sais bien que le siècle dernier était le siècle de la séparation entre les libéraux et les communistes et ceux qui en sont ici, mais tout ça a volé en éclats. Les gens disent, mais c'est quoi vos solutions pour régler nos problèmes sur ce sujet-là? Je pense que le débat devra être un débat de fond, de solutions, et un débat de propositions, et plus un débat de posture politique, de gauche, de droite. Tout ça me semble être largement dépassé. Et on a des différences, et je suis sûr que... on les a vues, vos différences, là. Non, mais pas des différences de posture de parti politique, des différences de fond, d'approche de sujets sur lesquels on n'est pas d'accord. Tout ça est très noble et nécessite c'est le débat politique. Qu'on ait un débat. On réinventera la politique de 2 manières. D'abord en ayant de nouvelles pratiques et en redonnant confiance aux électeurs dans leurs élus, et ça, il y a beaucoup de travail, ça prendra peut-être 10 ans, voire plus de 10 ans. Et puis la deuxième chose, en ayant des débats solution contre solution. On est ensemble. C'est vrai que si on est sur le débat, par exemple, de la CSG, moi je serais opposé à l'augmentation de la CSG, parce que je pense qu'il y a d'autres moyens pour baisser les charges sur le travail, et qu'il y a d'autres recettes possibles. Ben voilà un débat de fond qui peut faire des différences politiques. Mais on est encore ensemble, on est encore ensemble pour une quinzaine. Luc Arvounas, on est encore ensemble pour une quinzaine de minutes. Avant que l'hémicycle ne soit plein. S'il vous plaît, on est ensemble encore pour une quinzaine de minutes. Priorité au direct, c'est la règle. Didier Bécher, qui vient d'être élu sous l'étiquette La République En Marche dans les Yvelines, est aux côtés de Rim Benhammer. Absolument, Jean-Pierre. Bonjour Didier Bécher. Bonjour. Alors vous êtes directeur des ressources humaines de formation. Est-ce que selon vous, vous pouvez apporter des nouvelles techniques ici à l'Assemblée et pour faire de la politique ? Alors technique, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est clair, c'est que l'expérience que j'ai de 20 ans de négociation sociale seront probablement très intéressantes pour la négociation sur le futur modèle social. Déjà pendant ma campagne, j'ai eu l'occasion d'aller discuter avec des partenaires sociaux, à leur invitation au moment où le Premier ministre et Muriel Pénicaud ont annoncé le calendrier et le contenu des 3 blocs de négociation sur le modèle social. Donc déjà pendant la campagne, on était dans l'action sur ce sujet-là. L'accès aux partenaires sociaux, c'est quelque chose qui est naturel, oui, dans ma pratique. Ça fait 20 ans que je fais ça. Alors donc ça va être une des lois les plus importantes qui sont à mettre en œuvre pour La République En Marche. Mais on sent déjà qu'il va y avoir une opposition très forte, que ça soit dans l'hémicycle, voire même dans la rue, parce que les syndicats n'ont pas l'air vraiment convaincus par cette réforme.
Je crois que la négociation, elle commence. On a un calendrier, il y a 50 réunions qui sont prévues, donc ça, c'est de la vraie négociation. Notre rôle de député, c'est aussi d'être sur le terrain et de parler avec les organisations syndicales des entreprises, des commerçants, des indépendants qu'on a pu croiser pendant la campagne et qu'on va croiser maintenant dans le cœur du débat. Il faut expliquer. Je pense que ce qui n'a pas été fait avant, c'est les explications, la pédagogie. Moi, j'ai entendu que les très grosses entreprises n'avaient pas du tout les mêmes besoins que les entreprises de 10 salariés. On sait aussi que la très très grande majorité, plus de 90% de nos entreprises en France, donc qui créent, qui innovent et qui créent de l'emploi, sont des toutes petites entreprises. Elles n'ont pas du tout besoin de la même flexibilité en termes de droit du travail qu'une très grande entreprise qui a une histoire sociale et qui, bien entendu, ne voudra pas s'adapter à quelque chose de peut-être extrêmement simplifié pour eux. Alors là, vous allez être répartis dans les commissions. Quelle serait pour vous la commission où vous pourriez être le plus efficace ? Mes compétences, c'est sûr que c'est la commission sociale. En tant que DRH, je pense que je me retrouverai très très bien sur les sujets de travail, mais aussi parce qu'il y a la dimension famille. Alors ça, c'est plus par rapport à ma circonscription, qui comporte une très très grande partie de Versailles, la quasi-totalité de Versailles, où les sujets qui touchent à la famille de manière générale ont des fois créé des soubresauts importants. On se souvient de la manif pour tous, qui a été un élément de blocage très très fort sur la ville. Je pense qu'on ne s'est pas compris, qu'on n'a pas là aussi pris le temps de la discussion. Donc j'aimerais pouvoir être à cette commission aussi pour la dimension d'évolution des structures familiales. Je pense qu'il y a beaucoup de choses intéressantes à faire. Merci beaucoup Didier Bécher, merci à vous. Merci à vous, Rim Benhammer. Didier Bécher, ancien DRH de la société CGI, qui entend bien, on l'a entendu, participer à ce débat sur la réforme du Code de travail. Il a une forme de légitimité dans ce groupe La République En Marche, visiblement, pour le faire. Luc Carvounas, il est difficile, lorsqu'on vous reçoit en ce moment, de ne pas évoquer le cas de Manuel Valls. Vous êtes un compagnon de route de Manuel Valls, vous l'avez été. D'ailleurs, le grand public vous a connu à partir du moment où Manuel Valls est devenu le Premier ministre. Aujourd'hui, vous n'êtes plus sur la même ligne que Manuel Valls et on nous dit ici ou là que Manuel Valls pourrait avoir lui aussi des habilités pour créer un groupe politique autour de sa personne ici à l'Assemblée nationale. Il serait en train de le faire. Peut-être avez-vous des informations sur ce sujet. Fernand, vous allez nous le dire. Quel regard jetez-vous aujourd'hui sur, est-ce qu'on peut dire ancien compagnon de route, Manuel Valls ? Oui, et j'ai passé 8 années de ma vie à ses côtés. J'ai été son directeur de campagne en 2011. Il a même fini sa campagne des primaires en 2017 chez moi à Alfortville, son dernier meeting d'avant deuxième tour. Donc il y a beaucoup de tristesse, parce qu'il y a la politique, il y a aussi les relations humaines. Et moi, en entrant, en faisant ce pari de quitter le Sénat, c'était pas écrit de pouvoir remporter une bataille électorale compliquée dans un contexte difficile pour le PS et la gauche. Moi, j'avais un souhait, c'était de siéger à l'Assemblée nationale dans un groupe avec Manuel Valls, que j'imaginais jouer un rôle dans ce groupe important. Il a fait un autre choix politique. Moi, je respecte les choix. Vous comprendrez qu'au nom de ce qui nous a reliés, j'ai pas trop envie de commenter aujourd'hui ces nouveaux faits et gestes. Ça lui appartient. Il est parti parce qu'il pense que c'est bien comme cela vers La République En Marche. Moi, je suis resté au Parti Socialiste et je vais refonder le Parti Socialiste. Fernand Tavares, vous nous confirmez que l'ancien Premier ministre chercherait à avoir autour de lui un groupe politique ici à l'Assemblée dans cette nouvelle législature ? C'est une information qui circule avec insistance. Alors on sait qu'il cherche à s'adresser d'abord aux radicaux de gauche qui sont quand même orphelins, ils sont plus tellement nombreux. D'abord, ils n'ont plus que 9 réélus après les élections, c'est-à-dire qu'ils en ont perdu 18. Non, 9 réélus, on a perdu plus de la moitié, effectivement. Une partie des radicaux de gauche sont dans La République En Marche, dont M. Touré, et donc il reste à peu près 5 radicaux de gauche qui sont en errance, si j'ose dire, dans les couloirs de l'Assemblée nationale. Si Manuel Valls veut créer un groupe de 15, bon, il en a 4 ici, il a peut-être des amis personnels, il faut dire quand même que ça a laissé des traces, son passage à Matignon. Maintenant, c'est vrai, je suis d'accord avec vous, c'est redémarrer à zéro la vie politique, mais il y a eu d'autres hommes célèbres qui ont fait la même chose, à commencer par d'anciens présidents de la République qui n'étaient plus rien du tout, qui ont refait le parcours du combattant, comme Valéry Giscard d'Estaing, qui est reparti à la présidence du Conseil général, petit conseiller général, puis député, etc. Alors, est-ce que Manuel Valls fait ce chemin-là ? Est-ce que, Ludovic Faux, est-ce que Manuel Valls peut retrouver une tribune politique ici à l'Assemblée nationale avec cette réélection ? La tribune politique, il l'aura de toute façon, compte tenu de son parcours, de sa personnalité. Il a été Premier ministre.
il est dans la vie Mais politique. pour ça, il ne faut pas être non-inscrit à l'Assemblée nationale. Alors, Il faut exister dans un groupe politique. Il y a deux aspects, effectivement. Si Manuel Valls veut véritablement participer à la vie de l'Assemblée nationale, et notamment dans l'hémicycle, il vaut mieux avoir un groupe, puisque c'est l'existence d'un groupe qui détermine finalement le temps de parole, les moyens de fonctionnement aussi au sein de l'Assemblée nationale, les places en commission, etc. Ceci dit, un petit groupe de 15 ne donne pas finalement beaucoup de droits, puisque tout ça est réparti à proportion du nombre de députés dans chaque groupe. Après, il y a la puissance de frappe médiatique et politique de Manuel Valls qui fait que lorsqu'il viendra voir les caméras aux quatre colonnes, de toute façon les micros seront tendus et son message sera largement répercuté. Mathématiquement, c'est pas encore gagné la constitution de ce groupe, parce qu'effectivement il pourrait y avoir un ou deux radicaux par-ci, quelques divers gauches par-là, un ou deux socialistes également, des noms circulent, notamment celui d'Olivier Dussopt qui avait soutenu Manuel Valls pendant la primaire, mais c'est pour l'instant un faux ou un tox, on verra dans les prochains jours. Il circule même l'idée qu'un ou deux marcheurs de la République en marche pourrait le rejoindre pour l'aider à constituer ce groupe. La difficulté de Manuel Valls aujourd'hui, c'est qu'il a décidé de soutenir Emmanuel Macron avant le premier tour de l'élection présidentielle et que finalement, il n'a pas tellement été payé de retour par la République en marche, qui certes ne lui est pas opposé de candidat aux élections législatives, mais lui a refusé l'investiture. Et on sent bien qu'il y a eu une volonté d'Emmanuel Macron d'isoler un petit peu Manuel Valls pour ne pas en faire un rival pour la suite, peut-être, puisque compte tenu de sa personnalité, Manuel Valls peut réexister un jour, même si pour l'instant il est dans une sorte de traversée du désert, disons, ou en tout cas du bac à sable. Donc voilà, il y a une relation complexe. Peut-être qu'à un moment donné, Emmanuel Macron décidera qu'il peut avoir besoin de Manuel Valls, ce qui lui permettrait de sortir de son isolement. Aujourd'hui, l'équation, elle est compliquée pour Manuel Valls. Les Républicains constructifs, UDI et indépendants n'ont pas de président à ce jour, pas de candidat à la présidence. Ça n'a pas été annoncé à l'occasion de la conférence de presse à laquelle vous participiez cette semaine à l'Assemblée nationale. Comment va s'organiser l'organisation, justement, se mettre en place l'organisation de ce groupe? Qui peut présider ce groupe? Est-ce que vous pensez à une présidence tournante? Et est-ce que l'UDI peut espérer avoir la présidence de ce groupe? Parce que vous êtes un tout petit peu moins que les Républicains qui pourraient le rejoindre. Si nous étions mercredi prochain, je serais beaucoup plus souple pour vous répondre à toutes ces questions. D'abord, il y a un ordre. Donc effectivement, il y a une annonce qui a été faite de la volonté d'essayer de construire à partir du rassemblement de l'UDI. Je rappelle qu'on a aujourd'hui 19 élus qui sont UDI sortants et qui ont été réélus et qui sont un socle, de construire une offre politique au centre de l'hémicycle. Cette opération est lancée. Il faut maintenant savoir qui va venir sur cette offre politique. Vous savez qu'on signe un papier pour s'engager sur un groupe, une déclaration politique sur ce sujet. Je pense que, évidemment, une fois que nous saurons qui est autour de la table et quels sont ceux qui sont venus, entre ceux de l'UDI, entre ceux qui peuvent se qualifier de constructifs issus des Républicains, puis peut-être d'autres. Vous parliez d'un certain nombre de radicaux de gauche. Vous savez que Laurent Hénard, le président du Parti radical valoisien, dont je suis aussi un des vice-présidents, puisque nous sommes membres de l'UDI, essaye aussi de rapprocher la famille, ce parti radical qui a explosé en deux dans les années 70 et qui... Autre parti historique s'il en est. Pourrait aussi se réconcilier. Donc on fera le point. Ensuite, comment ça va se passer? Il y aura un vote. Il y aura un ou plusieurs candidats. On verra bien en fonction de ça. Il n'y a personne de déclaré aujourd'hui. Au fond, la présidence... Ce serait pas mal que ce soit un UDI, j'imagine, de votre point de vue. Moi, je le souhaite, évidemment. À titre personnel, je ne suis pas masochiste au point de souhaiter que ce ne soit pas quelqu'un de mon parti politique. Mais au fond, c'est le nouveau monde. Oui, le nouveau monde, il ne fait pas renier ses amitiés. Je vous taquine. Et à l'instant, vis-à-vis de Manuel Valls... On a tout de suite des réflexes de l'ancien monde, là. Non, mais vis-à-vis de Manuel Valls, vous avez bien eu une pudeur d'amitié. Donc, en politique, c'est quand même pas... Ça manque pas de noblesse d'avoir sur ce sujet-là. Vous auriez pu être compatible avec le gouvernement Philippe II, vous, Yves Gégaud? Édouard Philippe II. J'ai bien compris. C'est un des regrets que j'ai exprimé. Dans le gouvernement Édouard Philippe I et dans le gouvernement Édouard Philippe II, vous avez des représentants de la gauche, du Parti socialiste, de la République en marche, des Républicains, de la société civile. Il ne manque qu'un parti qui n'est pas représenté. Il n'y a aucun représentant de... Non, il ne s'agit pas du tout de moi à titre personnel. Non, mais dire.
Mais c'est pas parce que vous voudriez que je vous dise oui que je vais vous dire oui, je vais vous dire ce que je pense. Il s'agit pas de moi à titre personnel, mais je pense qu'il y avait beaucoup de personnalités à l'UDI. Je pense à des personnalités comme Chantal Joanneau ou d'autres qui auraient pu parfaitement participer. Il y avait même des UDI qui, dès le premier tour, avaient appelé à voter pour Emmanuel Macron. Donc moi, ça, c'est un regret. Mais pour répondre précisément à votre question, vous m'avez posé une question. Donc on va se réunir en début de semaine. On verra qui est autour de la table et je n'ai pas de doute qu'on élira un président. Mais au fond, la question, c'est pas tant d'élire un président que de savoir ce qu'on va porter comme message, de quelle manière, bien avec sûr, quel style. c'est jamais une question de personne, mais, ça l'est tout de même un petit peu. Non, mais il faut des leaders, bien sûr. Je ne me sauve pas en disant que ça ne compte pas, mais pour l'instant, cette question-là n'est pas tranchée. Luc Carvounas, vous connaissez bien le Sénat, vous en venez. Il y a 113 députés étiquetés socialistes, je crois, à ce jour. Sénateur, autant pour moi, au Sénat. Hein. Vous me rectifiez si je fais une erreur. Je crois que c'est un peu moins, 109. Bon. Quid de ce groupe socialiste au Sénat après le renouvellement qui nous attend au Sénat? Ça sera fin septembre pour moitié. Je vais vous répondre, mais juste une petite parenthèse, parce que je regardais la photo de famille de ce groupe constructif. Si on est honnête, c'est quand même beaucoup les amis de Bruno Le Maire, que je vois dans la photo de famille, c'est une réalité. Jean-Christophe Lagarde n'en fait pas partie. Et, laissez-moi finir, et Jean-Christophe Lagarde qui a fait son accord politique avec LR pour avoir ses députés, il a pris la cassette, il est parti en courant. Donc ça, c'est le nouveau monde. Et accessoirement président de l'UDI, Jean-Christophe Lagarde, en titre. Oui, mais il a, grâce à un accord avec LR, eu des députés, mais ça c'est évidemment le nouveau monde. J'espère que les communistes n'ont pas eu des députés grâce à un accord avec les socialistes. Ah non, il y a une union de la gauche. J'espère que vous aurez le temps de répondre à ma question, Luc Carvounas, il nous reste 1 minute 30. Ça risque d'être très court. Au deuxième tour, vous allez me faire sortir d'une zénitude absolue qui voulait incarner un nouveau monde. Parce que honnêtement, c'est pas au Parti socialiste, compte tenu de votre bilan, de votre passé, de votre passif, à venir donner des leçons. Les constructifs, ça sont en fait les mauvais battus de la primaire qui essayent de peser encore. C'est ça la réalité. Ensuite, vraiment, il me reste 30 secondes. Pour le Sénat, il y a eu un débat. D'ailleurs, mon ami David Assouline pose le problème comme moi je le pose aujourd'hui dans le groupe à l'Assemblée nationale, lui au Sénat. Le président du groupe, Didier Guillaume, avait introduit le débat en disant il faut voter pour. Visiblement, David Assouline a réussi à emmener une position qui est plutôt désormais au moins sur l'abstention. Bon, on verra ce qu'il en sera donc au Sénat pour les socialistes. Merci, grand merci bien sûr à tous les deux de nous avoir rejoints sur ce plateau. À bientôt sur d'autres émissions de la chaîne parlementaire. Ludovic Faux, Fernand Tavares, merci à vous aussi. Merci bien sûr Valérie Brochard, Rim Benhammer qui était avec nous pour cette édition spéciale. Merci aussi à Germain Andrieux, Sophie Gaby, Célène Luc. Ce prochain rendez-vous avec l'information, ça sera CVR ce soir 19h30 avec Arnaud Ardouin. Politique Matin demain avec Brigitte Boucher et c'est Flash Talk tout de suite à suivre sur notre antenne. À très bientôt.